Bienvenue à une nouvelle édition de Maghreb est également sur Maghreb Intelligence TV. La Libye est au centre, cette semaine, elle est au centre de l'actualité au Maghreb. Une conférence internationale a été organisée ce vendredi à l'initiative d'Emmanuel Macron, de l'ONU, de l'Allemagne et de l'Italie sur la Libye à une cinquantaine de jours des élections présidentielles tant attendues dans ce pays. Ça, c'est pour le premier dossier. Le deuxième dossier, on attaquera l'Algérie. L'Algérie, il y a une instabilité qui gagne aujourd'hui le sommet de l'État avec la démission ou le limogeage brutal d'une étoile montante de l'armée, le général-major Khaïdi, sur fond de divergence sur le dossier marocain d'après Algérie partent avec Chengriha, le patron de l'armée. Dans la foulée, 3 ministres ont été aussi limogés et on parle de certaines de pommes de terre, mais aussi de trafic de drogue pour l'un des enfants d'un des ministres limogés, en l'occurrence Belhaïmar, qui était en charge de la communication. Pour parler de tout ça, je reçois avec moi depuis Saint-Louis, Lamine Ouelselem, depuis Paris, Abdou Samar, et ici au studio, Naïm Kamal. Bonsoir. 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 Alors, Lamine, tu suis le dossier libyen depuis pas mal de temps. Qu'est-ce que cette conférence va ajouter? Est-ce qu'elle va régler des problèmes à une cinquantaine de jours d'une élection présidentielle cruciale, et on ne sait pas si elle va se tenir ou pas? Il faut justement rappeler que ce n'est pas la première fois que la communauté internationale se met au chevet de la Libye. La France, notamment, en 2017-2018, Macron avait convoqué 2 autres conférences sur la Libye, dont le résultat n'a pas été celui que l'on espérait. Celle qui se tient aujourd'hui en présence d'un certain nombre de chefs d'État et d'une trentaine de chefs d'État d'organisations internationales, elle se déroule dans un contexte assez particulier. On part d'élections présidentielles le 24 décembre, suivi de législatives le 14 février, alors que jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de consensus entre les acteurs libyens sur les modalités d'organisation des élections. On sait très bien que le camp Haftar, qui contrôle l'est de la Libye, qui rêve de l'installation d'un régime présidentiel fort, tient absolument à ce que l'élection présidentielle ait lieu avant les législatives, ou qu'elle ait lieu de toutes les façons, la présidentielle, et que le camp de Tripoli, notamment les islamistes gravitant autour de la mouvance des frères musulmans, préfèrent plutôt que les législatives se déroulent avant la présidentielle, et tout cela dans un contexte aussi où chacun des deux camps, n'a toujours pas demandé le départ des troupes étrangères, des mercenaires étrangers qui le soutiennent. On sait que Haftar est soutenu aussi bien par des mercenaires russes de la société Wagner, par des combattants tchadiens, libyens, soudanais, libyens, etc. Le camp de Tripoli est soutenu par des mercenaires syriens pro-turcs qui ont été amenés dans les bagages de l'armée turque quand elle était intervenue il y a 2 ans, en 2020, au printemps 2020, lors de l'offensive de Haftar contre Tripoli. Donc tout ce contexte me rend plus ou moins prudent. Je ne veux pas être sceptique, mais je ne veux pas non plus être optimiste. Je pense qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de penser que l'élection présidentielle pourrait avoir lieu le 24 décembre, puis les législatives. Je parle du premier tour, bien entendu, et puis après le second tour vers février. Le contexte est extrêmement difficile aujourd'hui, et je pense que l'absence d'un consensus entre les Libyens, aussi bien sur les échéances électorales, mais aussi sur les conditions même des candidatures. Par exemple, on sait que la feuille de route élaborée par les Nations Unies en 2020, fin 2020 pour la Libye, stipule l'interdiction des personnalités occupant des fonctions institutionnelles actuellement de se présenter aux élections. Or, on sait très bien que le Premier ministre actuel envisage de se présenter. Or, on sait aussi que la mouvance islamiste proche des frères musulmans présente dans l'ouest libyen, dans la zone de Tripoli, ne voudrait pas d'une candidature. Certains milieux proches des frères musulmans ont même menacé d'une reprise de la guerre si jamais, par exemple, le maréchal Haftar était élu à la tête de la Libye. Je me tourne vers Naïm Kamal. Naïm, la France peut-elle être jugée partie? On sait qu'elle soutient activement Haftar,
Mais comment elle peut recevoir l'autre faction rivale de Haftar et se positionner en tant que médiatrice? Bah oui, tout le problème est là. D'abord, il faudrait que les Libyens, que ce soit ceux de Benghazi ou ceux de Tripoli, que ce soit les frères musulmans, Haftar ou les autres, ils devraient peut-être demander à ce que la France demande pardon. Parce qu'il ne faut jamais oublier que si l'on en est là, c'est parce que Paris, à l'époque du président Nicolas Sarkozy, avait pesé de tout son poids au Conseil de sécurité pour lui soustraire une résolution engageant les troupes de ce qu'on appelle la communauté internationale. Il s'agit en fait de la communauté occidentale pour abattre Kadhafi. On ne va pas pleurer Kadhafi et qu'il fallait l'abattre. Malheureusement, la structure sociale et la structure de la population qui était cimentée par une pointe de fer, celle de Kadhafi, a imposé. Vous savez, c'est comme la boîte à Pandore, quand vous l'ouvrez, c'est toujours très difficile à refermer. Et on en est là aujourd'hui. Lamine a bien brossé le tableau des protagonistes en présence, des exigences des uns et des autres. Maintenant, il faudrait d'abord être sûr que la France, ou les États-Unis, ou l'ONU soient vraiment intéressés, effectivement, hein, pas dans les déclarations, mais dans leur forte conviction intime d'un règlement rapide du conflit libyen, parce que j'imagine qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas encore été réglées et qu'à ce titre, les observateurs craignent que la France ne continue à faire son double jeu, que les États-Unis continuent quand même à hésiter sur la solution à prendre, et également le Conseil de sécurité, sachant que les Russes également ne vont pas. C'est-à-dire aujourd'hui, la dynamique internationale est telle que elle ne permet pas une entente internationale pour pousser à une solution en Libye. Vous connaissez la position du Maroc, la position de Rabat était toujours qu'une solution ne peut être qu'interlibyenne, mais ça ne va pas, je n'imagine pas que ça va être possible. Et même si les Libyens réussissent à organiser des élections, ce n'est pas non plus gagné, parce que, bon, on peut toujours faire des élections et les renier. Tant que les équilibres mondiaux aujourd'hui ne se stabiliseront pas, ça va être très difficile. Je ne vois pas, parce que l'une des conditions nécessaires aujourd'hui à ce que la Libye puisse redevenir un État qui n'est pas failli, et que d'abord il y ait le départ de toutes les forces étrangères, qu'on les qualifie de mercenaires, de moudjahidines, d'armée étatique, que ce soit pro-libyen ou pro-égyptien ou pro-français, que ce soit pro-russe. Il faut que tout ce beau monde lève sa main sur « Or, ce n'est pas non plus quelque chose d'acquis à l'avance ». Et donc, et tant qu'il y aura des forces étrangères très fortement implantées à l'intérieur, il est difficile d'être optimiste. Je partage. Abdou, la Libye est considérée par le pouvoir algérien comme l'espace vital de l'Algérie. Alors Macron a mis les petits plats dans les grands, il a voulu inviter Tebboune en personne. Tebboune aurait décliné l'invitation à envoyer la Mamra. L'Algérie, est-ce qu'elle s'intéresse réellement à une résolution de ce conflit ou pas? C'est pas qu'elle s'intéresse ou s'intéresse pas, Karim, c'est qu'elle n'a pas le pouvoir de décider de quoi que ce soit. La Libye, je pense qu'il faut être honnête, la Libye, elle échappe, le destin de la Libye échappe aux Libyens, il échappe totalement aux Maghrébins. La Libye est devenue un jeu d'échecs qui regroupe uniquement des puissances étrangères, qui sont des puissances extra-maghrébines. Mis à part l'Égypte, toutes les autres puissances qui sont impliquées dans l'échiquier libyen, c'est des puissances qui sont extra-africaines et extra-maghrébines. On a la Russie, on a la France, on a les Émirats, on a le Qatar et on a la Turquie. Le destin de la Libye se joue entre ces pays-là. L'Algérie
n'a rien pu faire pour empêcher la chute de Kadhafi. Et depuis, on a bien vu les conséquences sur le Sahel, on a bien vu les conséquences sur la sécurité régionale. L'Algérie n'a pas un grand mot à dire. Elle n'a absolument pas un grand mot à dire. Elle s'est rapprochée des islamistes de Tripoli. Depuis que Tebboune est au pouvoir, depuis 2020, il s'est aligné sur la position turque. Il y a une alliance algéro-turque concernant le dossier libyen, ce qui a froissé un peu les partenaires russes. Ensuite, avec Shengreha, l'état-major de l'armée, il a essayé de rééquilibrer les rapports entre la Turquie et la Russie dans le dossier libyen. Mais ni l'Amamara, ni son prédécesseur Sabri Boukadoum n'ont pu influencer quoi que ce soit. Il y a des rencontres qui sont protocolaires, il y a des réunions, il y a des visites, il y a des va-et-vient, mais ça reste du folklore. Ça reste du folklore. L'Algérie essaye en fait, l'Algérie, ce qu'elle veut, c'est éviter le pire. Parce que c'est très bien qu'une Libye qui part totalement en vrille ou avec une guerre civile qui se prolonge, c'est sa propre sécurité qui est en danger, et notamment les zones les plus stratégiques pour l'Algérie, les zones frontalières avec la Libye, notamment la wilaya de Ilizi, Ain Amenas. C'est là où il y a des bassins importants des hydrocarbures, notamment le bassin de Berkine, le site de Gentourine, le site de Ain Amenas. Et là, si elle n'arrive pas à garantir la paix au niveau de cette région, il n'y aura plus jamais d'investisseurs étrangers. D'autant plus que l'Algérie veut se lancer dans l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste. Elle sait très bien que la sécurité du sud algérien dépend en partie de la pacification de la Libye. C'est tout. L'Algérie espère juste une pacification. Et elle espère aussi que les parties les plus anti-algériennes ne prennent pas trop de part du gâteau. Je fais allusion au maréchal Haftar. Alger, elle craint beaucoup le maréchal Haftar, elle ne l'aime pas, c'est réciproque. Haftar aussi n'aime pas le rôle de l'Algérie, il n'aime pas Alger. Il y a une méfiance réciproque. L'Algérie, son but, c'est d'éviter qu'un gars comme un maréchal Haftar prenne tout le pouvoir sur l'ensemble du territoire libyen. Mais en fait, l'Algérie essaie de limiter la casse. Et quand tu dis que, pas plus, vraiment, c'est limiter la casse. Faut vraiment comprendre que ni l'Algérie, encore moins le Maroc, personne n'a un mot à dire sur le conflit libyen. Ces rencontres, ces belles rencontres à Alger ou à Rabat ou à Srerat ou je sais pas où, un peu partout, là, ou même en Tunis, même à Tunis, n'ont absolument rien donné. Ils n'ont rien donné. Tout se fait à Moscou, à Ankara, à Abu Dhabi, à Paris et à Doha. Et il faut qu'on soit conscient. La Libye, en ce moment, se dirige vers un scénario irakien. C'est-à-dire, on essaie de garantir une paix fragile. On va essayer de diviser le pays sur différentes factions. C'est la seule. Le scénario libyen et le scénario irakien va se reproduire en Libye. La Libye, telle que nous la connaissons, elle n'a plus d'avenir. Elle n'a absolument plus d'avenir. Vous semblez être tous d'accord, tous sceptiques, tous vraiment pas du tout optimistes sur le sort. On n'est pas sceptiques. Moi, je suis pas sceptique. Moi, je suis réaliste. Moi, j'ai beaucoup d'échos des populations frontalières de la Libye. Les Algériens connaissent très bien la Libye. Il y a eu beaucoup de délégations libyennes qui arrivent à Alger. Chaque délégation dit une chose, la délégation qui va la suivre dit le contraire. On n'est pas sceptique, on est réaliste. On est réaliste. Les pays maghrébins sont faibles, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas d'unité ou d'union maghrébine. Donc, on ne pourra jamais faire quoi que ce soit pour se mêler du conflit libyen. Il nous a totalement échappé. Maintenant, le problème de l'Algérie, dans le cas de la Libye, elle est bloquée. Elle est un peu prise en étau entre son partenaire russe qui soutient Haftar, mais qu'elle ne veut pas de Haftar, et entre l'alliance avec Erdogan, l'alliance de Tebboune avec Erdogan et la Turquie. Et depuis, d'ailleurs, c'est l'une des raisons de la chute du général Mohamed Bouzid, alias Youssef, général-major qui est entré en prison récemment, qui est l'ancien patron du renseignement extérieur et qui était le monsieur Libye de Abdelmajid Tebboune. Cet alignement trop systématique et trop proche des Turcs. Donc, on ne peut que limiter la casse, mais il faut se résoudre que la Libye ne pourra plus exister telle qu'elle est. Le scénario irakien serait le plus adapté. C'est-à-dire que 3-4 régions, avec un système fédéral, chaque région dominée par une certaine obédience politique, avec des rapports de force équilibrés pour garantir une paix plus ou moins fragile. Naïm, tu adhères au scénario? Oui, vous savez, nos structures sont telles que, une fois que vous touchez à une carte d'une construction étatique, vous avez tous les intérêts qui se fragmentent et qui commencent à s'affronter. Mais la Libye n'est pas seule.
il faut voir son prolongement vers le Sahel. Là, on n'arrive pas vraiment à trouver un moyen de restabiliser ces situations. Et c'est des situations qui perdurent depuis les années 80. Et là où le rôle de la France est important, c'est cette déstabilisation de cette partie de l'Afrique a commencé avec le discours de La Baule en 1980. Et par la suite, on a vu, il y avait le conflit tchado-libyen qui a trop duré et on est arrivé à une paix précaire. Et c'est pour ça d'ailleurs on essaie de nous faire regretter des dictateurs parce qu'au moins ces dictateurs, le dit-on, ils avaient la capacité de maintenir une forme de stabilité et de pacification des populations. Aujourd'hui, effectivement, je l'ai dit, la boîte de Pandore a été ouverte. Pour la former, ça va être la croix et la bannière. Et j'imagine effectivement, et ce que je crains beaucoup plus que la situation, ou plutôt la transposition de la situation irakienne ou syrienne actuellement sur la Libye, c'est l'extension de ce modèle à d'autres pays voisins, notamment l'Algérie. Et vous savez, personne aujourd'hui n'a intérêt à ce que personne au Maghreb n'a intérêt à ce que le conflit libyen déteigne sur toute la région. Mais il y a de forts risques. Et c'est pour ça, je crois que ce qui pousse le Maroc à s'investir, même s'il n'est pas frontalier avec la Libye, même si quelques heures de vol le séparent de Tripoli, même si entre le Maroc et la Libye, il y a l'Algérie et la Tunisie, le Maroc a essayé, par Skhirat, par Bouzneika, de faire asseoir les protagonistes libyens entre eux pour qu'ils puissent discuter. Parce que tant qu'on discute, on peut peut-être s'entendre parce que, à force de ne pas parler, de ne pas échanger, on commence à s'ignorer et les situations s'aggravent. Mais, je l'ai dit, je le répète, la situation de la Libye échappe aujourd'hui. Il est l'enjeu de puissance qui se dispute le nouvel ordre mondial qui est en émergence aujourd'hui, qui balbutie, parce qu'on est sorti de... je crois que l'étape post-chute mur de Berlin est finie. La Pax Americana, l'hyperpuissance, le monde monopolaire, où les États-Unis avaient la main sur tout, où ils étaient la seule nation indispensable, c'est fini. On est entré dans une nouvelle phase où il y a un certain nombre de redistributions des cartes. On a vu le retour de l'Allemagne sur la scène internationale, parce que depuis la guerre mondiale, l'Allemagne est restée à l'écart des rapports de force à l'échelle internationale. Il faisait de l'industrie, de la production, de la technologie, du commerce, et elle s'abstenait d'être diplomatiquement et militairement active sur les terrains où se jouaient les rapports de force internationaux et où se jouaient les conflits. L'Allemagne n'est qu'un modèle de ce retour. On le voit, la France elle-même aujourd'hui, elle essaie de se repositionner. On l'a vu avec l'histoire des sous-marins et l'Australie, l'Alliance Atlantique qui est chancelante. L'arrivée et tout cela a été bousculé par deux facteurs essentiels, l'émergence ou le retour de la Chine en tant que puissance, d'abord économique, puis technologique, puis de plus en plus militaire, sur la scène internationale, et le retour, sous l'impulsion de Vladimir Poutine, de la Russie. Donc il y a quelque chose qui est en train de se faire tramer, et la Libye, avec ses richesses, avec ses voisinages, parce qu'il n'est qu'une pièce de tout un puzzle. Et là, on revient à cette fameuse carte américaine du Grand Moyen-Orient. Et avec et ça existe, avec ses ambitions
de morceler les États pour créer de petites entités plus facilement contrôlables. Et peut-être que d'autres vont y trouver leur compte. Donc, tant que les grandes puissances qui dominent le monde n'auront pas trouvé un condominium sur le nouvel ordre mondial, on va continuer d'aller d'agitation en agitation, de bouleversement en bouleversement, et on le voit, chacun est dans un jeu qui se cherche. Aujourd'hui, pour parler du Sahel, le même jour, Macron recevait le président burkinabé et le président nigérien, ainsi que le président de la transition tchadien, au même moment où le ministre des Affaires étrangères malien, Diop, se trouvait à Moscou chez Sergei Lavrov. Tout ça, si je cite tout ça, c'est pour dire toutes les modifications, les changements d'alliance et la fragilité des partenariats tels que nous les avons connus et tels qu'ils ont fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Lamine, à ton avis, est-ce que les élections auront lieu? Et s'ils ont lieu, qui en sortira vainqueur? Tes pronostics? Le problème, c'est est-ce que les élections vont avoir lieu? On sait très bien, on va supposer, malgré la forte pression de la communauté internationale, l'absence de consensus. Et d'ailleurs, si vous remarquez, à la conférence de Paris, qui est présent côté libyen? On sait très bien, par exemple, le Premier ministre est annoncé, le président du Conseil présidentiel est annoncé, mais la chef de la diplomatie qui a été suspendue il y a quelques jours par le président du Conseil présidentiel pour avoir outrepassé, semble-t-il, ses prérogatives, les Libyens vont dans une conférence qui les concerne sans cohésion diplomatique. Ça veut dire qu'ils sont déjà, les Libyens sont profondément divisés en allant dans cette conférence. Alors, ce qui, à mon avis, n'augure pas du tout de fortes chances pour qu'il y ait des élections consensuelles. Et d'autant plus qu'on sait aussi qu'il n'y a pas de base constitutionnelle sur laquelle ces élections seront organisées. La feuille de route, comme je l'ai dit tout à l'heure, la feuille de route des Nations Unies interdit au président du Conseil présidentiel, au chef du gouvernement de l'Union nationale, etc., de se présenter à ces élections. Or, on sait très bien que chacun nourrit de manière secrète, ou même parfois avouée, des ambitions présidentielles. On sait très bien que Haftar, depuis qu'il a pris les armes, il y a de cela quelques années, son but ultime est la prise du pouvoir à Tripoli. Et on sait très bien que dans la région de la Tripolitaine, beaucoup de forces, notamment les islamistes proches des frères musulmans, ne veulent surtout pas de Haftar. Donc, je ne suis pas très optimiste. Je pense plutôt qu'il y a de fortes probabilités qu'il y ait un report encore, comme on l'a vu quand Macron avait à l'époque, il y a de cela 2 ans ou 3 ans, convoqué une conférence à Paris en fixant la date du 18 décembre à l'époque, je pense 2018 ou 2017 pour l'élection présidentielle. On savait très bien. Mais ça, malheureusement, c'est une habitude française. À chaque fois qu'il y a une crise, la France fait tout pour qu'il y ait des élections. On l'a vu en République centrafricaine, quand il y a eu la rébellion, puis la chute comment dirais-je, la chute de Bozizé. On l'a vu au Mali, quand il y a eu l'occupation du nord du Mali en 2012 par les djihadistes et les nationalistes touaregs du MNLA. Les Français étaient obsédés par organiser une élection présidentielle, quitte à ce que cela ne donne rien du tout, parce qu'on l'a vu, Ibeka a été élu au Mali 2 fois, et il n'a jamais réussi ni à stabiliser le Mali, ni à faire progresser le processus de paix qui a été initié dans la foulée de l'intervention militaire française en 2012. Il y a une obsession française des élections, comme si, une fois qu'on a un président élu ou des autorités élues, le problème est quasiment réglé. Malheureusement, dans les faits, c'est faux. Et on risque de se retrouver aussi en Libye, même quitte par exemple à ce qu'il y ait des élections. Mais quelle sera la légitimité réelle des prochaines autorités? Seront-elles admises de manière comme légitime et légale par toutes les autres forces en présence, ou seront-elles juste partiellement admises, et notamment bénéficieront-elles d'une caution internationale
et on s'arrêtera là. Moi, je crains plutôt, je pense que le contexte n'est pas favorable à l'organisation d'élections consensuelles qui déboucheraient sur la mise en place d'institutions constitutionnelles normales et légales en Libye. On aura tous compris, sauver la Libye devient mission pratiquement impossible. Vous êtes tous d'accord, il y a un point d'accord pour une fois entre vous tous sur la Libye. Avant de passer à l'autre dossier, Abdo, j'aimerais bien savoir pourquoi Tebboune n'a pas répondu à l'invitation de Macron qui semblait vouloir le ramener à Paris comme signe de conciliation. Non, en fait, il y a beaucoup de fantasmes. Il n'y a pas eu d'invitation directe pour Tebboune. Les deux capitales, en fait, ils ont imaginé un scénario pour rendre public le dégel. C'est un dégel, c'est pas une réconciliation, mais un dégel des relations après avoir connu une crise depuis le début du mois d'octobre. Il y a une invitation qui a été adressée à l'Algérie. C'est l'Algérie qui devait être représentée. Il n'était pas question que Tebboune vienne de manière personnelle à Paris. Tebboune ne peut pas venir à Paris pour la simple raison que s'il vient à Paris, il va y avoir des millions d'Algériens dans les rues de Paris pour manifester contre lui. Et Tebboune, c'est l'une des capitales, à cause de la forte présence de la diaspora algérienne en France, qui est le dernier porteur de flambeau du Hirak. Bien le comprendre. Si Tebboune va venir à Paris, je peux vous assurer qu'il va y avoir des centaines de milliers d'Algériens de toutes les villes françaises qui vont affluer vers Paris. Et ça, ce scénario, les autorités des deux pays, à savoir les autorités françaises et algériennes, veulent l'éviter à tout prix. La France n'a pas envie de voir des centaines de milliers d'Algériens manifester dans les rues, à quelques mois d'une élection présidentielle où le thème de l'immigration et du communautarisme est très présent dans les débats. Et Tebboune n'a pas envie de venir dans un pays où on va lui rappeler qu'il est légitime, qu'il n'est pas réellement le bon président, qu'on ne veut pas de lui. Donc il faut comprendre qu'aucune visite n'est possible à l'heure actuelle et peut-être même jusqu'à la fin du mandat de Tebboune à Paris. Donc c'était dès le départ, c'était la Mamala qui devait être présente. Il fallait juste donc offrir un contexte pour un contexte comme un décor pour raconter une histoire à l'opinion publique nationale et internationale pour orchestrer un dégel qui était déjà en négociation dans les coulisses entre les différents intermédiaires dépêchés depuis Alger et Paris pour amorcer un dégel. Ce n'est même pas une réconciliation, c'est vraiment un dégel. Les deux pays ont compris. Il a suffi d'une déclaration d'un porte-parole pour amorcer le dégel devant une crise qu'on annonçait gravissime. Oui, mais d'une certaine façon, c'est clair que c'est plus Alger qui a besoin de Paris que Paris qui a besoin d'Alger. D'abord, c'était la déclaration de Tebboune dans les colonnes de Der Spiegel le vendredi dernier qui a dit, moi, je ne ferai jamais le premier pas. Bon, ils ont essayé de convaincre Macron. Macron n'a pas voulu faire de déclaration. Il se remet pas en cause. Il n'a pas voulu se déjuger ni présenter des excuses ni quoi que ce soit. Donc, il y a eu un deal qui a été fait. Le deal, c'est que un porte-parole de l'Élysée qui regrette des malentendus, qui regrette des mauvaises interprétations, et on tourne la page. L'Algérie, le régime algérien, c'est lui qui est en tort. C'est lui qui n'a pas tenu ses engagements vis-à-vis de la France. Ce n'est pas Macron. Macron a soutenu Tebboune jusqu'au bout. Et Macron, il le dit dans ses déclarations du 30 septembre qui ont été rapportées par Le Monde. Il le dit Tebboune est un gars sympathique, mais il est prisonnier d'un système. C'est avec le système que Macron a un problème, c'est pas avec Tebboune. Et Tebboune lui-même n'a pas de problème avec Macron. Il a un problème, c'est qu'il n'arrive pas à gérer, il n'arrive pas à concrétiser les promesses, des promesses concrètes. Rapatriement des migrants clandestins, amélioration, une gestion beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus rigoureuse de la question migratoire. Coopération sécuritaire sans passer par le chantage systématique qui est exercé aux autorités françaises concernant les opposants algériens qui sont sur le territoire français, etc., etc., etc. Blocage injustifié de certaines sociétés françaises en Algérie qui n'a pas été encore levé. Réellement, le régime algérien n'a tenu aucune de ses promesses. Aucun de ses engagements. Donc, c'est pas à Paris de faire en tout cas dans l'esprit des dirigeants français, ce n'est pas à eux de faire le premier pas ou de s'excuser, quoi que ce soit. Le problème a été créé par l'Algérie, par le régime algérien. C'est lui qui a commencé à bloquer les intérêts français, à s'attaquer aux intérêts français, à réduire son niveau de coopération, à faire du chantage à chaque fois qu'il y a un dossier de coopération. Ah, donnez-nous les opposants, sinon on ne coopère pas avec vous. C'est le régime algérien qui laisse des milliers de haragas envahir entre guillemets l'Europe, etc., etc. Donc, la France, franchement,
je pense que déjà Macron a concédé vraiment un sacrifice parce que dans son entourage, il y a eu beaucoup de pression pour qu'il continue dans sa lancée anti-algérienne. Déjà là, parce que la France, je pense, elle n'a pas voulu que le régime algérien se jette à corps et âme dans les bras de la Russie. Donc Paris voulait rééquilibrer, récupérer un peu ce qui pourrait être récupérable en fait. D'accord, si on passe cet épisode-là entre la France et l'Algérie, aujourd'hui le limogeage du général-major Qaïdi, qu'on annonçait comme l'étoile montante, le futur patron de l'armée, celui qui allait tout, pas révolutionner, mais quand même, cette image de l'armée moderne algérienne a été limogée, mais brutalement. On ne connaît pas les dessous. Sur Algérie Part, Abdou, tu as parlé d'un désaccord sur les camions brûlés au Sahara. Et qu'en est-il réellement? Qu'en est-il réellement? C'est une bonne question, Karim. C'est une longue histoire en fait que nous avons essayé de Nous, raconter so- sur nous so- nous Algérie so- Part nous de sommes prêts manière à l'écouter, concise. vas-y. Voilà, de manière concise. On a essayé de la raconter de manière concise. C'est bref, c'est tout un feuilleton en fait. C'est tout un feuilleton. C'est très compliqué parce que le général-major Mohamed Qaïdi incarnait effectivement un visage prometteur de l'armée algérienne. Il était présenté comme étant l'un des futurs patrons de l'armée algérienne, en tout cas l'un des futurs décideurs les plus influents de l'armée algérienne. En fait, il y a eu beaucoup de fantasmes. Ce monsieur mériterait vraiment un film parce qu'il y a eu beaucoup de fantasmes sur lui. On en a dit un peu de tout et beaucoup de choses beaucoup de choses ont été dites et très peu de choses ont été vraies. Il était influent, oui. Un avenir prometteur, oui. Un décideur qui aurait pu prendre le pouvoir, non. Réellement, Qaïdi, d'abord, il faut comprendre qu'il incarne l'héritage de Gaïd Salah. Qaïdi ne fait pas partie, il fait partie de la génération d'officiers qui ont été promus, entre guillemets, élevés, façonnés par Ahmed Gaïd Salah, le défunt chef, l'ancien patron de l'institution militaire algérienne qui est mort fin décembre, 23 décembre 2019. Qaïdi fait partie de ces hommes. Ensuite, après la mort de Gaïd Salah, Qaïdi a pris ses distances avec les autres membres de la garde rapprochée de Gaïd Salah, qui sont le général Wassini Bouazza, le général-major Abdelkader Leshram, le général-major Abdelhamid Gharis, etc., etc. La liste des généraux est un peu longue, je vous épargne la lassitude de l'entendre. Donc, en tout cas, cette garde, il a pris ses distances avec cette garde rapprochée. Il a noué une alliance avec Shangri-La pour essayer de stabiliser l'institution militaire pour qu'elle puisse tourner la page de Gaïd Salah. Mais la page n'a jamais été tournée. Le limogeage, d'abord, avant de venir sur la question du différend sur le problème du Sahara, ce que l'Algérie appelle le Sahara occidental, ce que chez vous, vous appelez le Sahara marocain. C'est toujours compliqué de parler du Sahara. Non, apparemment, on commence à l'appeler aussi Sahara occidental au Maroc, sans complexe. Il paraît que c'est une notion géographique, donc pas de problème. Voilà, donc voilà, c'est une question de complexité. D'abord, il faut comprendre que l'armée algérienne, avec le retour en force des généraux des années 90, de Khaled Nazar, de général-major de Toufir, de l'arrivée de Mhanna Djebbar, etc., il y a une volonté manifeste d'en finir avec tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin avec Gaïd Salah. C'est-à-dire les nouveaux maîtres, les nouveaux décideurs influents du régime algérien n'ont jamais pardonné à Gaïd Salah ce qu'il leur a fait subir. Il faut savoir que les gens qui ont été emprisonnés par Gaïd Salah, ils ont une envie de vengeance illimitée. N'oublions pas que Gaïd Salah, il a mis en prison Général Toufir, il a incarcéré Mhanna Djebbar, il a pourri la vie à Khaled Nazar, il s'est attaqué, il a démantelé tout le clan des grands généraux algériens des années 90, ceux qui étaient les faiseurs de rois. Avant l'arrivée de Bouteflika, qui était encore influent jusqu'au 3e mandat de Abdelaziz Bouteflika. Cette envie de vengeance qui anime ces nouveaux décideurs et s'est élevé que même les enfants de Gaïd Salah, on veut leur trouver des dossiers, on veut les incarcérer. C'est-à-dire, si Abdelmajid Tebboune n'avait pas dit stop, touchez pas aux enfants de Gaïd Salah, je peux vous assurer que ces 3 enfants auraient été déjà en prison. D'abord, question de vengeance. Comme Qaïdi, qu'on le veuille ou non, est rattaché à cette image de Gaïd Salah, ils ont voulu se débarrasser de lui. De un. De deux, il y a une question de succession de certains postes stratégiques au sein de l'armée, et cette course à la succession positionnait un peu le général Mohamed Qaïdi, et ça faisait vraiment, alors là, ça alimentait des craintes énormissimes chez ses adversaires. Il faut savoir qu'en ce moment, en armée algérienne,
il y a un grand poste, il y a un poste important sur lequel la succession n'a pas été encore décidée. Il s'agit du commandant des forces terrestres. Comprendre que dans l'armée algérienne, le commandant des forces terrestres, c'est régulièrement, pour ne pas dire généralement, le futur chef d'état-major de l'armée. C'est le poste le plus stratégique, les forces terrestres, c'est le corps le plus important de l'armée algérienne. Et ce poste-là, il est hyper important parce que quand on l'occupe, c'était l'ancien poste qui était occupé par Saïd Chengreha. Pour vous y dans votre esprit mesuré. Et l'ancien poste de Gaï Salah et pas mal de généraux dans l'histoire de l'armée algérienne sont passés par ce poste-là. Il était question de l'actuel patron du commandement des forces terrestres, c'est un certain Ammar Atamniya qui est malade et qui n'a pas d'ambition politique et qui en peut plus, qui veut partir. C'est l'un des rares officiers supérieurs de l'armée qui s'accroche pas au pouvoir, qui n'est pas un assoiffé de pouvoir. Il veut juste se soigner. Il veut pas être dans cette mêlée parce qu'il a compris que les 2-3 prochaines années seront très délicates pour l'Algérie. Il y aura les élections présidentielles, il y aura la fin du mandat de Tebboune, il y aura éventuellement Chengreha qui devra être remplacé. Donc, il a bien compris que beaucoup de tensions vont peser sur ses épaules. Donc, il veut partir. On a voulu proposer Mohamed Qaïdi à ce poste. Ses partisans ont fait du lobbying pour qu'il soit à ce poste. Il faut savoir que Qaïdi plaît beaucoup à Tebboune. Il plaît énormément à Abdelmajid Tebboune parce que Qaïdi, c'est un beau parleur et un jeune, il parle bien anglais, il a une bonne gueule, etc. Le clan de Chengreha et ceux des décideurs et des généraux des années 90 ont absolument tout fait pour bloquer cette option parce que si Qaïdi avait été promu et placé à la tête du commandement des forces terrestres, lui-même qui vient des forces terrestres, ce qui aurait été un cheminement, un aboutissement logique, ça aurait vraiment mis ça aurait mis en péril tous leurs projets et ça aurait fait de Mohamed Qaïdi une figure puissante qui pourrait ensuite les menacer. Et eux, en ce moment, il faut comprendre que leur priorité absolue, c'est d'éviter qu'un autre Gaï Salah puisse émerger un jour pour ensuite il va se retourner contre eux pour les remettre encore une fois en prison, ce qu'ils ne souhaiteraient plus jamais vivre. Ensuite, il y a eu le différend sur la question sur ce qui s'est passé au Sahara occidental, avec la mort des chefs de code des camionneurs algériens. Nous l'avons expliqué sur Algérie Park, il y a eu une défaillance militaire, parce que clairement, l'état-major de l'ANP n'a pas été informé de comment ces 3 camionneurs ont pu rentrer, comment ils ont dévié de la route principale. Ils sont entrés dans une zone qui est inquiétante, qui est dangereuse, qui est une zone de conflit. Normalement, tout le renseignement militaire doit avoir des détails et des fiches très concrètes et des informations détaillées sur tous les mouvements de circulation au sein de ce territoire. Il y a eu un manquement grave. Il y a des informations qui n'ont pas été parvenues au niveau de l'état-major et celui qui assure la coordination entre l'état-major de l'armée algérienne et les forces militaires au niveau des frontières du pays, c'est lui-même, général Mohamed Qaïdi. Il a piqué une crise de colère, il a demandé des explications, il a voulu ouvrir une enquête et décidément, ça n'a vraiment pas plu à certains décideurs et à certains. Et ça n'a pas plu aux membres actuels de l'état-major. Ils n'ont pas vraiment aimé cette volonté, comment dirais-je, cette curiosité un peu déplacée de Mohamed Qaïdi. Ça a été perçu comme étant une remise en cause de la doctrine diplomatique et militaire actuelle algérienne et ça a mené vers un clash qui a mené vers le départ de Mohamed Qaïdi. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, Abdou, tu entends par là que l'histoire des camionneurs, il y a anguille sous roche. Alors, il y a anguille sous roche, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été tués, qu'ils n'ont pas été assassinés ou que c'est pas. Il y a anguille sous roche. Il y a une défaillance militaire. C'est-à-dire le problème, comme je t'explique. Comme on l'a essayé par écrit, on l'a bien expliqué. Je vais expliquer brièvement encore pour ne pas monopoliser la parole. Il faut comprendre que cette zone-là, il y a un système de surveillance qui est particulier. Ce n'est pas la frontière libyenne, ce n'est pas la frontière malienne, ce n'est pas la frontière tunisienne. C'est une frontière avec un adversaire, ce que le régime algérien perçoit comme un adversaire historique, c'est-à-dire le Maroc, avec un allié qui est au milieu, qui est le Front Polisario. Dans cette zone-là, il y a un système de surveillance qui impose quoi? Qui impose une identification précise, rapide, de toutes les personnes qui pourraient entrer ou sortir de ce territoire. En plus, il faut avoir des autorisations spéciales pour entrer et sortir de ce territoire. C'est-à-dire qu'on soit civil ou militaire ou paramilitaire, on ne peut pas quitter l'Algérie. On ne peut pas quitter l'Algérie si on n'arrive pas
Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, moi, oui, je t'entends, Abdou. Voilà. On ne peut pas quitter l'Algérie, on ne peut pas quitter l'Algérie, entrer dans ce territoire ou pénétrer ce territoire-là si on n'a pas les autorisations préalables et si on n'a pas les autorisations importantes pour des autorisations préalables indispensables et le feu vert de certaines institutions militaires. Or, là, l'état-major de l'AMP n'a pas donné son feu vert, n'a pas été informé par le canal officiel. C'est-à-dire que celui qui fait la coordination entre l'état-major et les forces militaires au niveau de la région de Tindouf et ou le renseignement militaire de Tindouf, c'est le général-major Mohamed Qaïdi. Comme lui, il fait la coordination, il n'a reçu aucune note, il n'a pas reçu d'alerte, il n'a pas reçu de rapport circonstancié, donc il n'a pas été consulté, donc il ne pouvait pas mettre au courant l'état-major. Et là, c'est à ce moment-là, il a exigé une enquête. En fait, il y a deux hypothèses. Ou on n'a pas voulu le mettre au courant, on a voulu le mettre hors jeu parce que peut-être qu'il aurait été contre l'idée de laisser ces camionneurs rentrer dans ce territoire-là, ou on a fait les choses en catimini et hors canal officiel, ce qui est bizarre et inquiétant, parce que si l'état-major et l'état-major de l'AMP n'est pas au courant d'un mouvement de circulation au sein de ce territoire très sensible, imaginez demain il y a des espions étrangers, imaginez il y a une force militaire qui se déploie pour approcher le territoire algérien, on aurait été là donc face à des scénarios de crise multidimensionnels, avec des dangers majeurs contre la sécurité nationale. Et c'est pour ça que Mohamed Qaïdi, il a réclamé une enquête approfondie pour savoir qui a autorisé ces camionneurs à dévier de la route pour aller dans ce territoire-là, pourquoi on leur a donné les autorisations, est-ce qu'on sait pour quelles raisons, est-ce qu'on sait réellement, on a déterminé qu'il y avait une nécessité absolue de passer par cette route secondaire et de ne pas emprunter la route principale, parce que selon des sources algériennes, il y avait des problèmes d'ensablement et des conditions météorologiques difficiles, ce que nous n'avons pas pu encore vérifier. En tout cas, une défaillance majeure au niveau du système de surveillance. Cette défaillance majeure est une défaillance militaire elle a fortement déplu à Mohamed Qaïdi, qui a réclamé une enquête. Sa position a déplu ensuite à de nombreux hauts responsables des caciques du régime algérien, ce qui a créé un clash. Donc, le régime, il était dans une position clairement de faiblesse. C'est-à-dire que même ses alliés n'ont pas voulu le soutenir dans ce bras de fer. Deux questions. Quel impact aura le limogeage de Qaïdi sur la chaîne de commandement et comment tu envisages l'avenir de Chengriha? L'impact, il sera au début, à court terme, il sera énorme. Il sera important parce que vraiment, il avait beaucoup de partisans. Il avait beaucoup d'adversaires, mais il avait beaucoup de partisans. Et le premier impact, c'est déjà l'échec de ce rêve de rajeunissement des décideurs de l'institution militaire algérienne. Il faut savoir qu'après la mort de Gaïd Salah, il y avait un discours qui promettait de rajeunir, qui promettait de laisser de la place aux jeunes, qui promettait de moderniser l'armée. Il en a fait la promesse. Chengriha lui-même, il a dit il est temps de laisser la place aux jeunes, il est temps de se renouveler, il est temps de faire des mutations, s'adapter aux nouvelles donnes, aux nouvelles évolutions du monde moderne. Tout ça, finalement, ça a capoté. Et le second impact, c'est qu'on revient vers une guerre de clans. On pensait qu'avec l'emprisonnement d'un certain nombre d'officiers qui étaient des collaborateurs à Gaïd Salah, on pensait que cette guerre de clans serait finie. Malheureusement, on est en train de revenir vers cette guerre de clans parce que il est clair que les partisans de Qaïdi ne vont pas se taire, ils vont essayer de riposter, ils vont essayer de se défendre. Surtout lorsqu'on sait que il y a, parmi les adversaires du général-major Mohamed Qaïdi, il y a des lobbyistes, il y a des décideurs qui veulent pousser à son incarcération. Carrément. C'est-à-dire, ils veulent pas se contenter uniquement de le limoger et de le mettre hors touche, mais de le poursuivre devant un tribunal militaire et de provoquer sa disgrâce et carrément de l'emprisonner. Et là, on va assister à une guerre de clans qui sera terrifiante et je pense qu'elle va déstabiliser l'institution militaire et c'est vraiment pas le bon moment. Ça, vraiment, par contre, c'est très inquiétant. J'ai une question, Abdou, j'ai une question. Oui, mon ami. J'ai une question. Dis-moi, je me souviens, dans les années 90, au début des années 2000, on parlait beaucoup de lutte des clans au sein de l'institution militaire algérienne. On a à un moment donné l'impression que ce problème était quasiment résolu. On a eu à un moment donné l'impression, sous Bouteflika notamment, d'une sorte d'homogénéisation du commandement de l'armée algérienne.
Mais qu'est-ce qui explique, à ton avis, aujourd'hui, ce regain de tension au sein de l'institution militaire algérienne depuis la mort de Gaïd Salah? Bah, justement, c'est la mort de Gaïd Salah. Gaïd Salah a garanti l'homogénéité de l'armée parce qu'il a eu le temps pendant 15 ans d'imposer son règne, d'imposer son clan, d'imposer son diktat, d'imposer sa personne. Il était le chef. Il faut vraiment savoir, quand on voit Gaïd Salah, quand on assiste à une cérémonie militaire et on voit le respect, l'obéissance, la peur que ce monsieur a inspiré aux militaires algériens, ça a donné la chair de poule. Moi, j'ai assisté une fois à l'Académie militaire de Cherchel à une cérémonie où quand on voit comment les militaires se mettaient tous en garde à vous, se mettaient tous pratiquement dans une position à genoux face à ce leader, il était vénéré, Gaïd Salah. Il faut vraiment le comprendre. Gaïd Salah, c'est la figure du caïd. C'était le véritable chef. Pendant 15 ans, il y a des soldats et une génération entière de nouveaux colonels, de nouveaux généraux qui ont grandi avec Gaïd Salah. La disparition de Gaïd Salah, elle a déstabilisé l'institution militaire. Il n'est pas facile de succéder à quelqu'un qui a dirigé pendant 15 ans l'armée algérienne. Donc, Chengueria n'a pas encore pu imposer son pouvoir absolu. Il est en train d'essayer de s'imposer, mais Chengueria n'a pas le charisme de Gaïd Salah, il n'a pas le parcours et l'expérience de Gaïd Salah, il n'a pas les connexions de Gaïd Salah, il n'a pas la conjoncture de Gaïd Salah. Il n'a pas aussi le charisme, voilà, exactement, Naïm. Donc, en plus, n'oublions pas, il est âgé, Chengueria. Il est âgé, il est à 76 ans, 77 ans. Il n'y a aucune garantie qui peut lui permettre de rester plus de 5 ans au pouvoir. Justement, dans quelques années, il va dépasser les 80 ans. Abdou, justement, tu as souligné tout à l'heure que Chengueria a 76 ans. Mais il y a ce phénomène quand même assez impressionnant au sein de l'armée algérienne. Comment se fait-il que les officiers supérieurs de l'armée algérienne sont tous plus âgés de 70 ans, alors qu'habituellement, l'âge de la retraite d'un officier supérieur d'une armée normale est autour de 60, 62, 64 ans? Qu'est-ce qui explique cette prépondérance des hommes de plus de 70 ans au sein du commandement de l'armée algérienne? C'est un phénomène que j'ai rarement observé ailleurs. Hein. C'est vraiment, et c'est un grand tabou en Algérie. C'est un énorme tabou. Le dernier qui a voulu briser ce tabou, c'est le général Rderi, qui s'est porté candidat aux élections présidentielles de 2019 et qui a été lui-même à l'origine d'une réforme pour imposer le départ à la retraite à l'âge de 64 ans, 60 ans. Ça n'a jamais été accepté par Gaïd Salah lui-même qui a fait capoter ce projet. En fait, il y a un consensus général. Aucun haut décideur de l'armée, aucun général-major, aucun décideur influent n'accepte la règle de départ à la retraite de 64-65. Pour la simple raison qu'il y a des enjeux de préservation du pouvoir. Il y a un enjeu majeur de préservation du pouvoir. Et on est toujours dans la génération qui a fait une partie de la guerre de l'indépendance. Gaïd Salah venait de la génération qui a fait la guerre de l'indépendance. Et cette génération-là elle se considère comme l'héritière légitime du pouvoir en Algérie. Le fait que les décideurs militaires savent qu'ils sont les véritables colonnes vertébrales du pays, ils savent qu'ils sont l'arbitre, qu'ils sont les véritables faiseurs du roi, ils ne veulent pas abandonner ce pouvoir facilement, ils ne veulent pas que ce pouvoir file entre leurs mains, et de deux, ils ne font pas confiance aux jeunes. Il y a une fracture générationnelle. Il y a on n'en parle pas beaucoup, c'est un sujet vraiment tabou. Combien de colonels a été mis à la retraite alors qu'il n'a même pas 55 ans? Combien de jeunes généraux, dès qu'il a commencé à briller ou taper dans l'œil, certains décideurs, il commençait à devenir populaire? Rderi a été mis à la retraite à 60 ans. Il y a une génération entière de généraux et de colonels algériens qui ont été éliminés, qui ont été décapités parce que les vieux avaient peur de leur concurrence. Donc, si je comprends bien, le limogeage des 3 ministres, c'est un non-événement en Algérie. Vu que tout est accaparé par l'armée, c'est l'événement principal. C'est pas un non-événement, Karim. L'armée gère tout, elle gère pas l'économie. Franchement, elle gère pas l'économie. Elle gère pas les problèmes quotidiens de la population algérienne. Elle détient le pouvoir, oui, mais sur le plan économique, social et culturel ou certains aspects de l'administration algérienne, elle a complètement cédé le pouvoir. Ça l'intéresse pas. Elle-même, elle veut bien. L'armée veut partager le pouvoir. Elle a toujours voulu partager le pouvoir. Mais son problème, c'est qu'elle le partage pas avec les bonnes personnes. On a eu Abdelaziz Bouteflika, elle a su comment le partager
avec lui. Ensuite, Abdelaziz Bouteflika s'est retourné contre l'armée, il a imposé sa propre vision à l'armée, ses propres hommes à l'armée. Et là, l'armée en garde un souvenir très amer. Si tu veux, l'armée algérienne ne veut plus reproduire l'épisode sinistre d'Abdelaziz Bouteflika qui reste longtemps au pouvoir et qui va la dominer. Elle ne veut pas se laisser se faire domestiquer, mais elle est prête à partager le pouvoir. Mais le limogeage de ces 3 ministres, en réalité, c'est le désaveu de la mauvaise gestion. C'est un désaveu pour Tebboune. C'est l'illustration parfaite de la mauvaise gestion de Tebboune. C'est Tebboune qui se réveille et qui découvre que les ministres qu'il a choisis, voilà, ils sont incompétents, ils lui ont menti, les problèmes quotidiens de la population algérienne s'aggravent. Après, ces limogeages, attention, ils ont aussi une relation avec ce qui se passe au sein de l'institution militaire. Hein. Le Ammar Belhimer, par exemple, n'oublions pas, il a été parrainé par Wassini Bouazza et par Qaïdi pour faire partie du panel qui a préparé l'organisation des élections présidentielles du 12 décembre 2019. Il faisait partie du fameux panel qui a abouti ensuite à la création de la commission électorale qui a organisé l'ANI, de l'autorité nationale indépendante des élections, qui a organisé les élections de décembre 2019. Ammar Belhimer a été parrainé par ces gens-là. Donc, tout ce qui se passe au sein de l'armée a un impact ensuite sur le gouvernement civil. Merci, nous arrivons malheureusement à la fin de cette édition de Maghreb est égal monde. Merci pour ces éclaircissements profonds de Abdo. Merci à toi Abdo Sammal, merci Lamine Oulselen, merci Naïm Kamal. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition sur Maghreb Intelligence TV. Merci à vous tous.